Après lui avoir baisé une dernière fois les mains, il s'en va, et c'est pour lui un tel arrachement qu'il est bien près d'en mourir. Il regagne son appartement, se jette sur son lit, mais ne peut dormir tant la pensée de la quitter le chagrine. Il est debout dès le point du jour et va d'abord prendre congé du roi, puis de la reine. Mais quand il veut faire ses adieux à l'infante, il lui dit qu'elle est indisposée et qu'elle ne pourra le recevoir. Le chevalier pense que c'est à cause de la tristesse qu'elle a de son départ. Il en a le cœur transpercé, et il s'en faut de peu qu'il ne laisse éclater ouvertement sa douleur. La suivante, qui était là et a tout observé, va tout raconter à sa maîtresse, qui l'écoute en pleurant et lui avoue que ce qui la chagrine le plus, c'est qu'elle ne sait rien de ce chevalier, qu'elle ignore s'il est ou non de sang royal. La suivante l'assure que tant de noblesse, de courtoisie et de faïence ne peuvent se rencontrer que chez une personne royale et de qualité. La pauvre jeune fille tâche de se consoler avec cette idée. Elle fait de gros efforts pour ne pas éveiller les soupçons du roi et de la reine, et au bout de 2 jours, elle reparaît en public. Le chevalier s'en est allé combattre à la guerre. Il défait les ennemis du roi, conquiert de nombreuses villes, triomphe des mains de bataille, revient à la cour, revoit sa bien-aimée à l'endroit habituel, convient avec elle de la demander en mariage à son père. Pour récompense de ses services, le roi refuse de lui donner sa fille, ne sachant qui il est, mais soit qu'il l'enlève, soit qu'il arrange d'une autre manière. Le chevalier finit par épouser l'infante, et le roi par considérer comme un honneur de l'avoir pour gendre. Car on a découvert entre-temps qu'il est le fils du souverain de je ne sais trop quel royaume, qui ne doit pas se trouver sur la carte. Le roi meurt, l'infant hérite du trône, et voilà, en un tournement, le chevalier devenu roi. Vient alors le moment de distribuer les récompenses à son écuyer et à tous ceux qui l'ont aidé à s'élever à une si haute condition. Il marie son écuyer avec une suivante de son épouse, sans doute celle qui fut la confidente de leurs amours, et qui est la fille d'un duc très connu. « N'en demande pas plus, moi, » s'écria Sancho, « et je suis prêt, parce que tout ça va vous arriver parce que tout ça va vous arriver au pied de la lettre, monsieur, dès que vous aurez pris le nom de chevalier à la triste figure. N'en doute point, Sancho, c'est en passant par ces mêmes étapes que les chevaliers errants se sont élevés et s'élèvent encore au rang de roi ou d'empereur. Il ne me manque plus que de trouver un monarque chrétien ou païen qui ait une guerre à gagner et une fille à marier, mais nous avons tout le temps d'y penser, car il faut d'abord, comme je te l'ai déjà dit, acquérir une certaine renommée avant de pouvoir se présenter à la cour. Mais il me manque encore autre chose. Supposons que je trouve le roi, la guerre et l'infante, et que je gagne une renommée qui s'étende à tout l'univers. Comment pourrais-je me prétendre de sang royal, ou pour le moins cousin au second degré d'un empereur? Même si mes exploits m'en rendent digne, le roi ne voudra jamais m'accorder la main de sa fille. S'il n'a pas la preuve de ma haute naissance, je risque donc, pour cette simple raison, de perdre ce que j'aurais mérité par la valeur de mon bras. Il est vrai que nul ne conteste mes armoiries de gentilhomme, ni mes possessions de propriétés, ni mon droit à exiger 500 sous d'or en cas d'offense. Bref, je suis un noble authentique. Et il se pourrait que le sage qui écrira mon histoire débrouille si bien ma généalogie qu'en remontant jusqu'à 5 ou 6 générations, il trouve un roi parmi mes ascendants. Car apprends, Sancho, que dans le monde il y a 2 sortes de nobles. Les uns tirent leurs origines de princes et de monarques, dont le pouvoir s'est amenuisé avec le temps, et a fini en pointe comme une pyramide renversée. Les autres sont des gens de basse extraction qui ont su s'élever peu à peu jusqu'à devenir de grands seigneurs. Et la différence, c'est que les uns ne sont plus ce qu'ils étaient et que les autres sont ce qu'ils n'étaient point.
Il se peut que je sois des premiers et qu'après des recherches, on me découvre une ascendance illustre, ce qui devrait satisfaire mon futur beau-père le roi. Si malgré tout il refuse, l'infante m'aimera tant qu'en dépit de l'opposition paternelle, et quand bien même elle apprendrait que je suis fils d'un porteur d'eau, elle m'acceptera comme époux, et sinon, je l'enlève et l'emporte au bout, me semble, le temps où la mort finiront bien par apaiser la colère de ses parents. Ce serait le moment de dire, comme certaines personnes sans foi ni loi, à quoi bon demander ce que l'on peut prendre de force ou de rappeler un dicton qui vient encore plus à propos, aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que si monsieur votre beau-père le roi tient bon et refuse de vous donner ma maîtresse l'infante, le seul moyen c'est de l'enlever comme vous l'avez dit, et de l'emmener où vous voudrez. L'ennui, c'est qu'en attendant que vous fassiez la paix avec lui et que vous puissiez tranquillement profiter de votre royaume, le pauvre écuyer restera sur sa faim, pour ce qui est des récompenses. À moins que la suivante entremetteuse qui doit devenir sa femme l'accompagne l'infante et qui se console dans ses bras, en attendant mieux et jusqu'à ce que le ciel en décide autrement. Parce qu'il me semble à moi que son maître ne pourra pas faire moins que de lui donner cette dame pour épouse légitime. Cela va sans dire. Eh bien, il n'y a plus qu'à se recommander à Dieu et à laisser le sort suivre le cours qu'il voudra. Dieu fasse selon mes vœux et selon tes besoins, Sancho, qui ne risque rien à rien. Ainsi soit-il. Moi, je suis vieux chrétien et ça me suffit pour être comte. C'est plus qu'il n'en faut. Et quand bien même tu ne le serais pas, cela ne changerait rien à l'affaire, car sitôt que je deviendrai roi, je t'anoblirai, sans que tu aies à acheter de titre, ni à me servir d'aucune façon. Si je te fais comte, te voilà aussitôt chevalier. Tant pis pour ce qu'on en dira, il faudra bien qu'on te donne votre seigneurie, quoi qu'on en pense. Ma foi, je leur ferai vite voir à tous que je suis à la hauteur de ma dignité. Il faut dire dignité, Sancho, et non dignité. Comme vous voudrez. Je disais donc que je m'en tirerais bien, parce que tel que vous me voyez, j'étais un temps bedeau du confrérie. Et tout le monde disait que je portais si bien la robe que j'aurais aussi bien pu en être le frère supérieur. Alors, qu'est-ce que ce sera quand j'aurai sur le dos un manteau doublé d'hermine, ou que je serai tout habillé d'or et de perles, à la mode des contes étrangers? J'ai idée qu'on viendra m'admirer de cent lieues. Tu auras sûrement bon air, mais il faudra que tu te rases la barbe un peu plus souvent, car tu l'as épaisse, hérissée et touffue. Et si tu n'y mets pas le rasoir au moins tous les 2 jours, on reconnaîtra d'où tu viens à une portée d'arbalète. Eh bien, je n'aurai qu'à prendre un barbier à gage chez moi. Et si c'est nécessaire, il me suivra partout où j'irai, comme les laquais d'écurie font derrière les grands seigneurs. Mais comment sais-tu, toi, que les grands seigneurs se font suivre par un laquais d'écurie? Je vais vous le dire. Il y a quelques années, j'ai passé environ un mois à Madrid. Là-bas, j'ai vu un jour se promener un tout petit monsieur qui, paraît-il, était un très grand seigneur. Un homme le suivait à cheval, aussi près et aussi exactement que la queue suit la bête. J'ai demandé pourquoi il ne le rejoignait pas, au lieu de rester toujours derrière lui. On m'a répondu qu'il était son laquais d'écurie, et que c'était l'usage, chez les grands seigneurs, de se faire suivre ainsi. Voilà pourquoi je le sais, et je ne suis pas prêt de l'oublier. Tu as raison, Sancho. Rien ne s'oppose à ce que tu emmènes avec toi ton barbier. Les usages ne sont pas venus tous à la fois. Ils s'inventent l'un après l'autre, et tu peux fort bien être le premier comte à se faire suivre par son barbier. Il me paraît d'ailleurs que celui qui vous fait la barbe doit être un homme de confiance, plus encore que celui qui sait votre cheval. Laissez-moi me charger de ce qui a rapport au barbier. Et vous, monsieur, occupez-vous
Occupez-vous de devenir roi et de me faire compte. Je le ferai, n'aie crainte, affirma Noblihot. Levant alors les yeux, il aperçut ce qu'on saura au chapitre suivant.